Bonsoir et bienvenue dans l'apéro médium, le 3e numéro. C'est du 7-Up goût mojito sans sucre, donc on peut y aller sans modération. Ce sera toujours ça de prix pour l'apéro. Alors, ce soir, nous commençons par Monique. Monique, je lis ta question. Ma petite fille Sarah est diététicienne dans un hôpital sur Paris, travaillant en mi-temps. Elle doit prendre les transports en commun. Restera-t-elle dans cet établissement avec en vue un CDI plein temps ou voyez-vous pour elle un changement de lieu d'emploi? Et si oui, à quelle époque? Gourmande Monique. D'autant plus gourmande Monique que ça me rappelle quelque chose. J'oublie vite, c'est ma sécurité, ça m'évite de porter les informations et les émotions de tout le monde et donc de péter un câble. Mais là, ça me rappelle quelque chose, Monique. Bon, alors, de toute façon, le mieux, c'est qu'elle y reste. On ne m'a pas parlé de contrat, on ne m'a pas parlé de durée de travail du contrat. Mais quel que soit ce qu'elle pourrait faire d'autre, si elle ne faisait que ça ne suffirait pas financièrement. Je ne peux pas le dire plus clairement. Donc, quoi qu'elle rajoute, là où elle est, il vaut mieux qu'elle reste. Et ce que l'on m'a montré comme réponse, c'est qu'au lieu de changer, elle rajoute. Donc ça ne sert à rien de redemander encore et encore quand est-ce qu'elle quitte cet emploi-là. Il n'est pas dans son intérêt de le quitter. Parce que quoi qu'elle ferait d'autre, ce serait insuffisant. Ce serait pas assez. Alors, elle y reste et elle rajoute. Et je serais étonnée si je t'avais dit autre chose la dernière fois, Monique. Il y a même des chances que ce soit plutôt un autre lieu de travail plutôt qu'une activité à son nom. Même en rajoutant. C'est dire à quel point Monique ce serait un risque inconsidéré pour sa sécurité matérielle que de tout quitter. Nous passons à Thomas. Je sors du bac pro en production horticole et je ne sais pas quoi faire l'année prochaine. J'ai envie de bosser, donc quelque chose en alternance et je suis manuelle, mais je n'ai plus d'idée, peux-tu m'éclairer? Alors, une chose est sûre, moi on ne m'a pas montré d'horticulture. Même si tu venais à en faire à nouveau, de toute évidence, ce ne sera pas quelque chose de pérenne parce que c'est pas du tout ce qu'on m'a montré, premièrement. Et soyons francs, avec le coronavirus et ce qui est en train de se passer, c'est un secteur économique sinistré. Donc ça confirme de toute façon ce qui m'avait déjà été dit dès que j'ai pris connaissance de ta question. En ce qui concerne le timing, on m'a montré encore 2 années avant vraiment de te fixer. Il me semble que ces 2 années en question, c'est parce que ma réponse à ta question ne va pas du tout te plaire. Alors, chronologiquement, de l'horticulture, on ne m'en a pas montré. Donc, même si tu en fais, ce ne sera pas pérenne. De 2, une période de 2 ans avant vraiment de te fixer. Et de 3, la réponse qui ne va pas te plaire et que je retarde un petit peu, c'est qu'on m'a montré l'armée. Quand on parle de l'armée, alors il y a ceux qui sont pro-patrie et à qui on n'a pas besoin d'expliquer, et il y a les anti ou ceux qui n'ont pas envie de connaître, à qui il faut expliquer. Il ne faut pas croire que l'armée, c'est que le théâtre d'opération dans des conditions de rusticité extrême où il faut aller à la confrontation. Il y a énormément de métiers dans les 3 corps d'armée qui n'ont rien à voir avec les théâtres d'opération. Parce qu'il faut de tout. Alors, panique pas parce que je te dis l'armée, s'il te plaît.
Toute réaction primaire de rejet serait à tout le moins peu judicieuse. Prends la peine de te renseigner. Il y a plein de métiers différents. Ce serait vraiment gâché que de ne pas prendre la peine au moins de te renseigner. Je ne donne pas d'ordre, je donne que les informations. Mais en l'occurrence, pour toi, on m'a montré qu'il faut vraiment la sécurité de l'emploi. On va vers des années qui ne seront pas forcément drôles pour tout le monde. Et avec un profil bac pro horticulture, tu comprends bien qu'il vaut mieux que tu aies la sécurité de l'emploi. En fait, c'est surtout ça qu'il faut que tu regardes. Pendant que tu es à l'armée, tu as la sécurité de l'emploi. Et on est retraité beaucoup plus vite quand on est à l'armée. Alors après, ça dépend du métier que tu y fais, mais généralement, on se retrouve à la retraite beaucoup plus tôt. Parce que c'est quand même spécifique. Et du coup, tu te retrouves à pouvoir cumuler une retraite et un revenu. Ce qui ne t'arrivera jamais si tu restes dans le civil. C'est ça surtout que l'on m'a montré pour toi en termes d'avantages. Désolé, il y a des personnes qui voudraient que ceux qui rentrent dans l'armée ne voient que par la patrie et par le théâtre d'opération. Le fait est qu'il y a tout un tas de métiers différents dans l'armée qui ne sont pas forcément liés aux actions opérationnelles. Tu as besoin de te sécuriser. En fait, si ce n'est pas le truc qui te fait rêver de base, c'est ce qui te permettra, par la sécurisation financière de ta vie professionnelle, de t'organiser à côté la vie tranquille et agréablement agrémentée que tu peux t'organiser si tu as d'abord la sécurité de l'emploi. C'est pas par ton métier que tu trouveras ton épanouissement, c'est par la sécurisation de l'emploi qui te permet de t'organiser à côté et de manière privée le côté épanouissant de ta vie. Je ne peux pas être plus claire. Après, à toi d'y réfléchir et de te renseigner. Ensuite, Myriam. Myriam, ah là là. En retraite depuis 2020, je vais être contrainte de déménager par rapport au prix du loyer et ma nouvelle situation. Je suis seule et j'habite Lyon. Me voyez-vous déménager sur Lyon ou ailleurs et sous quel délai? 3 questions en une, hein? Bon. Et tu m'as fait sourire, Myriam, parce que tu m'as quand même bien précisé que la famille était du côté d'Annecy et que tu étais quelqu'un d'intuitif. Genre, tu n'as que de l'intuition. Myriam, ouhou, c'est Amandine, ok? Alors, je te confirme que ton intuition est la bonne, à savoir que tu ne te rapproches pas d'Annecy. Voilà, donc, ce côté-là, je te confirme. Maintenant, est-ce que tu déménages au niveau de Lyon? Oui, mais en restant sur Lyon. C'est une ville où je n'ai jamais mis les pieds, donc je n'y connais pas l'immobilier, mais tu devrais comprendre mieux que moi la façon dont ça m'a été expliqué. C'est-à-dire qu'on m'a parlé d'un appartement, d'un logement, on va dire, qui, comparativement à là où tu es à l'heure actuelle, va être plus en vue. Et c'est souvent le cas dans les villes vraiment anciennes, parce que bon, Lyon, hein, l'Ogdenum, hein, la capitale des Gaules, c'est qu'il y a au niveau des vieux centres-villes parfois de super bonnes affaires au niveau des loyers, ou en tout cas bonnes affaires à défaut d'être super bonnes affaires, parce que il faut pas toucher, etc. Et donc ça limite un certain nombre de choses, et du coup on se retrouve à avoir de meilleures opportunités de logement en plein centre-ville qu'en périphérie ou dans des nouveaux quartiers. C'est ce genre d'endroit dont on m'a parlé. Je te garantis pas que c'est chez les Canutes, mais en tout cas, c'est le genre de logement dont on m'a parlé. C'est-à-dire faire une bonne affaire et quelque chose qui soit beaucoup plus centré. Plus en vue, en tout cas, c'est l'expression qui a utilisée. Autre chose, je serais fortement étonnée, Myriam, qui n'a que de l'intuition, que tu te contentes de vivre ta retraite dans ce nouveau logement. Pour faire plus clair, je serais
fortement étonné que tu n'y reçoives jamais personne pour jamais aucune consultation qui agrémente financièrement ta retraite, Myriam. Ce qui explique l'avantage pour toi d'avoir un logement qui soit plus en vue, mais toujours sur Lyon. Ensuite, Diana. Oh, pardon, c'est l'habitude, je le dis en anglais. Diana. Alors, en ce moment, j'exerce en tant qu'aide à la personne, donc pour du jardinage, malgré des études supérieures et 30 années dans le milieu hospitalier. On peut comprendre qu'au bout de 30 années, t'en aies eu ras-le-bol, Diana. Il n'y a qu'à voir ce que supportent à l'heure actuelle nos soignants. Nos soignants, permettez-moi, j'utilise le pronominal. C'est bien qu'il y ait beaucoup de gens qui les applaudissent à 20 heures. Voilà. Donc, ça se comprend, Diana, t'as pas besoin de t'en justifier. Ça, c'est la première chose que je souhaitais préciser. Donc, pensez-vous que je vais continuer ce travail ou je vais en changer, mais dans quel domaine? Je suis pas sûre que tu apprécies ma réponse non plus, Diana, mais c'est vraiment ce qui m'a été montré avec beaucoup d'affirmations. La filière des EHPAD, on m'a demandé d'en parler avant la crise actuelle et à l'époque, je me demandais pourquoi on insistait tant que ça pour que je parle de la filière des EHPAD qui allait fortement évoluer, fortement changer et être obligée de fortement changer. Bon. C'est ce qu'on m'a montré pour toi. Les EHPAD, mais pas les EHPAD de maintenant. Les EHPAD obligés de s'améliorer, sinon procès au cul, qui vont se développer à plus ou moins court terme. Parce que nécessité, sinon, de multiples procès aux fesses, pour le dire plus poliment. En plus de l'État qui leur tombe dessus. Donc la totale qui leur tombe dessus, ok? Alors, ils vont être obligés de s'améliorer, de s'humaniser et de gérer différemment leur propre gestion. Au lieu d'être uniquement sur un mode de gestion, justement. Par contre, alors, il va te falloir un diplôme en plus. Je ne sais pas quel poste tu as occupé pendant tes 30 années de milieu hospitalier, mais on m'a parlé d'un diplôme en plus, qui ne serait pas forcément d'ordre médical, mais qui serait surtout d'ordre de la gestion. C'est-à-dire que les EHPAD nouvelle génération ne soient pas gérés uniquement par des gestionnaires, mais soient gérés par des soignants. C'est-à-dire que des soignants qui font une formation de gestion pour apprendre à gérer tout en ayant la priorité du soignant. Je ne peux pas être plus claire. Alors apparemment, il faut que tu agrémentes ton CV d'une formation de type gestion pour pouvoir travailler dans cette nouvelle filière obligée des EHPAD. Et bien te placer dès que ça émerge. Voilà. Du coup, c'est pas pour tout de suite, parce que pour l'instant, on est en plein dans le coronavirus avec l'hécatombe qui n'est même pas encore chiffrée en ce qui concerne les EHPAD. Ensuite, il y aura les tribunaux, les plaintes, les faillites et ceux qui finissent en tôle, j'espère. Mais la filière sera obligée de se réinventer très vite parce que les besoins sont de plus en plus importants quantitativement. Et avec tout ce qui aura été mis à jour avec le coronavirus, qui est en quelque sorte une boîte de Pandore, je croyais qu'il y avait des choses qui avaient déjà été comprises par rapport à 2003, mais apparemment non. Donc là, il va falloir un gros coup de pied quelque part. Des contraintes judiciaires, juridiques très fortes et très contraignantes pour virer les enfoirés et que ce soit géré humainement. Là aussi, je ne peux pas le dire plus clairement. Donc toi, personnellement, c'est cette nouvelle génération d'EHPAD qui peut être ton avenir professionnel et une fin de carrière plus épanouissante et plus reconnue.
avec entre-temps un diplôme de type gestion et pas forcément de type soignant, ou alors la gestion au niveau d'un domaine soignant, mais en tout cas, c'est plus de la gestion puisque tu as besoin de compléter et de renforcer ton CV pour pouvoir te saisir l'opportunité dès qu'il y aura les EHPAD nouvelle génération qui auront besoin de personnel qui soit adapté à leurs nouvelles contraintes. Je me doute bien qu'après 30 ans dans le milieu hospitalier, t'as pas spécialement envie de t'enquiquiner à faire une formation et que tu as plus envie de passer directement à la retraite. Je peux le comprendre. Mais moi, c'est comme ça qu'on me le montre. Donc, je donne les informations, je donne pas d'ordre. Tu aviseras en fonction de ce que tu choisiras et tu as l'occasion de réfléchir puisque je te donne les informations. En ce qui concerne tes motivations et pour la formation et pour le nouveau poste dans la nouvelle filière des EHPAD, il faut que tu valorises justement ces 30 années en milieu hospitalier. C'est-à-dire que tu seras une personne surqualifiée pour mettre en place une nouvelle génération de personnel EHPAD. Parce que justement, tes 30 années en milieu hospitalier, plus le côté gestion, mais toujours avec humanité. Tu auras le profil parfait pour les nouveaux EHPAD. Il va falloir juste gratter le diplôme en gestion supplémentaire. Bien te vendre au niveau de ton expérience. Et foncer si tu le souhaites. Ensuite, une dernière question de Josiane. Comment savoir si des manifestations de défunts sont réelles ou mon inconscient, j'allume des bougies quotidiennement? Josiane, tu n'es pas totalement dépourvue de capacité. Hein? On va le dire comme ça? On va le dire vite, Josiane? Bon. En plus, tu me dis que tu allumes des bougies quotidiennement, ce qui revient à les appeler. On est bien d'accord, ok? Surtout que tu es de toute évidence active au niveau des prières, voire très active. Le cumul de tout ça fait qu'il n'est pas étonnant que tu aies des manifestations chez toi. Alors après, de vouloir faire le distinguo, c'est très bien, c'est très sain, parce que rien que le fait de vouloir être en capacité de faire le distinguo, ça prouve que tu es dans une démarche d'honnêteté, dans une démarche saine et que tu ne vas pas finir ultra perché, de chez perché, comme parfois certains peuvent l'être. Bon. Première chose, évidemment, quand il se passe quelque chose, tu commences par vérifier s'il n'y a pas une raison banale. Exemple, quand tu as l'impression qu'on se sert de l'air ambiant pour te caresser les cheveux ou le visage, évidemment, la première chose que tu vérifies, c'est s'il n'y a pas une fenêtre que tu as oublié de fermer ou un courant d'air d'autre chose. Logique, ok? Donc, premier réflexe, tu évacues les raisons strictement banales, logiques, quotidiennes, rationnelles. Bon. Si vraiment tu as tout vérifié et que ça ne correspond à rien que tu aies trouvé, à ce moment-là, on arrive au deuxième stade de questionnement, c'est est-ce que ça fait sens? Par exemple, une voiture qui, pendant des années, a très bien fonctionné et qu'il est impossible de démarrer pile le jour où tu as l'entretien d'embauche dans une boîte chez qui il ne faut pas que tu ailles. Généralement, quand vous avez ce genre d'obstacle pile au moment d'un changement de vie, c'est que la direction que vous envisagiez n'est pas forcément la meilleure pour vous. Là aussi, je le dis très poliment. Donc voilà, est-ce que ça fait sens par rapport à tes interrogations, tes émotions, tes besoins, tes peines? Est-ce que ça fait sens? Troisième niveau de questionnement, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique de manière identifiée au défunt en question? Je te cite un autre exemple. Une dame qui rentre de vacances, mais genre 15 jours, 3 semaines après avoir fermé sa maison. Donc, la maison avait été inoccupée, la cuisine inutilisée pendant 15 jours, 3 semaines. Et la dame rentre dans sa cuisine et elle a pile l'odeur de la tarte de sa grand-mère ou de sa grand-tante, mais vraiment l'odeur précise
de la recette spécifique de cette personne alors que personne n'avait cuisiné dans sa cuisine depuis 15 jours ou 3 semaines. Ça peut être parfois une odeur de cigare très spécifique, parce qu'il y a des odeurs de cigare, je suis désolée, mais qui puent très fortement, mais qui au moins sont très reconnaissables. Ça peut être une odeur, ça peut être une façon de faire de l'humour, parce qu'il y a des défunts qui... s'ils avaient de l'humour avant de partir, ils ont toujours de l'humour. Voilà. Bon, pas forcément de l'humour partagé, mais de l'humour. Donc, troisième niveau de questionnement, c'est est-ce que ça correspond à quelque chose qui est identifiant, qui est spécifique à la personne en question. Voilà les 3 niveaux de questionnement pour bien faire le distinguo entre quelque chose qu'éventuellement tu aurais envie d'imaginer parce que tes défunts te manquent et quelque chose qui relève réellement d'une manifestation. Et c'est très bien de demander les critères pour te poser la question efficacement. Ensuite, la vraie question derrière ta question, Josiane, parce qu'il y a la question apparente, puis il y a la vraie question derrière la question, c'est est-ce que toi, tu es d'accord pour communiquer avec eux? Parce qu'il y en a 3. Hein. Il y a 2 hommes et une femme, et c'est surtout avec la femme que tu as possibilité de communiquer. Et toc je te la renvoie, ta question. Si jamais c'est oui, c'est simple, hein, ils sont chez toi, donc t'as qu'à leur dire. Pendant tes prières, pendant tes méditations, pendant tes moments de tranquillité où tu te poses, où tu essayes de leur dire des choses, si c'est oui, tu leur dis oui. Mais tu le dis à ta manière à toi, en y mettant les formes, voilà, que ce soit formalisé, affirmé, et vraiment avec des mots simples, affirmés et répétés, et très affirmés, on va dire ça comme ça, voilà. Après, en ce qui concerne le mode de communication, tu leur dis qu'ils ont qu'à se débrouiller. Parce que de toute évidence, tu es déjà outillé toi-même, et il y a moyen, en te débouchant un petit peu de là-haut, que ça fonctionne bien. Il y a aussi des défunts qui s'arrangent tout à fait pour mettre en place un moyen de communication qui n'a rien à voir avec la médiumnité. Genre avec la télé, l'ordinateur, le téléphone, enfin le répondeur du téléphone plutôt, etc. Donc la dernière question, c'est la question derrière la question que tu n'as pas osé poser, celle de la communication avec eux. À toi de jouer. Sur ce, je vous souhaite un bon apéro sans alcool, donc sans modération, et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao!